yogapage.com. Tada drashtuhu svarupe avastanam. Chapitre 1, Sutra 3 des Yoga Sutras de Patanjali. Tada drashtuhu svarupe avastanam. La traduction proposée de ce sutra est la suivante. Alors, dans l'état de yoga, la totale présence à soi-même s'établit. Ce sutra est court, cependant il est plein de sens pour celui qui en discerne sa profondeur. En effet, et comme nous allons le voir par la suite, nous pourrions ajouter à cette traduction des précisions sur ce qu'est cette totale présence à soi-même. Il s'agit d'un état mental permettant d'accueillir l'expression du monde dans sa vraie nature, sans extrapolation, sans subjectivité et sans erreur. C'est en quelque sorte la mise à disposition d'une incroyable lucidité sur la vie. Par ce biais, la pleine connaissance de nous-mêmes est également dévoilée. On sait alors qui l'on est réellement. La vision du soi, avec un grand S, s'établit. Abordons dans un premier temps quelques définitions. La première, la conscience, l'état de conscience. Qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation de son propre psychisme qui, en lui permettant d'avoir connaissance de ses états, de ses actes et de leur valeur morale, lui permet de se sentir exister, d'être présent à lui-même. C'est une activité mentale dirigée, rendue possible par l'attention et la concentration, et qui permet de déterminer son propre contenu, le contenu mental. Par opposition à ne pas être, l'inconscience, les automatismes, le néant, l'état de conscience, c'est être, une présence soutenue à soi-même et à l'instant présent. Que signifie principe ? Principe de quelque chose cible l'origine première d'une chose, un début absolu, une source. Pourquoi parler de principe ? Car Patanjali, dans son ouvrage, fait régulièrement référence au principe de conscience. Qu'est-ce que c'est ? Ce serait un concept, une source fondamentale, présente en chacun de nous, génératrice de cette faculté qui nous permet d'être en recul, c'est-à-dire de prendre du recul, de nous regarder nous-mêmes et ainsi de savoir qui nous sommes réellement, en rapport avec notre environnement. Ce halo de pleine conscience serait présent au plus profond de nous-mêmes, souvent caché. Le yoga propose de nous rapprocher de cette source afin de tenter la concevoir, la découvrir, la comprendre dans un but, celui d'expérimenter, de vivre, d'être de plus en plus souvent dans une position intérieure d'éclairage, de pure conscience, de connaissance et de compréhension à des fins de bien-être personnel. Cette notion de principe de conscience peut être abordée de différentes façons. Certaines personnes pourront entrer dans le concept avec des méthodes terre-à-terre. En effet, comme nous pourrons le voir plus tard, cette idée de principe de conscience peut être abordée de façon très concrète. Elle est notamment la base de beaucoup d'études contemporaines. D'autres apposeront un lien spirituel à la notion. Que disent les Yoga Sutras de Patanjali ? Peu importe, pourvu le résultat. Rappelons qu'ils sont destinés à un vaste public et aucunement réservés à une élite. Ils présentent des concepts dédiés à l'humain, quelle que soit son origine, ses croyances et sa religion. Ils ne nécessitent aucune soumission, quelle qu'elle soit, et sont tolérants. Bien sûr, si l'on est très fermé par l'idée des religions, une première lecture de la définition du principe de conscience pourrait faire jaillir un avis direct et tranché de ce qu'est le yoga, excluant l'analyse cartésienne, poussant ainsi à s'en détourner. Ceci est à respecter et il ne faut pas se forcer. Quel que soit le chemin emprunté pour concevoir cette notion de principe de conscience, direct via la spiritualité
ou indirecte par la réflexion et l'analyse mentale, le fait de la comprendre, ce qui ne veut pas forcément dire de l'admettre immédiatement, peut être un moyen intéressant dans la quête d'un mieux-être. Enfin, et c'est important, la panoplie des outils et des modes d'emploi offertes par le yoga de Patanjali suffit à elle-même pour apporter des effets très positifs, et ceci sans se prendre trop la tête. Abordons à présent les termes constituant ce sutra. Quelle est la signification de tada? Tada est un adverbe que l'on peut traduire par les mots suivants: à ce moment-là, dans ce cas, alors. Il s'agit d'une transition faisant référence au sutra précédent. Patanjali, après donc avoir spécifié ce qu'est le yoga, définit à présent l'état de yoga. Le terme suivant est drashtu, qui peut être traduit par un voyant, celui qui voit, un spectateur. Dans le sens des Yoga Sutras, on peut traduire par celui qui perçoit. Par ce mot, Patanjali désigne le principe de conscience que nous venons de définir précédemment. Encore une fois, l'approche peut être cartésienne ou spirituelle. Côté cartésien, drashtu pourrait être assimilé à un état d'esprit non soumis encore à l'expérience de la vie, c'est-à-dire non encore assujetti aux fluctuations du mental issues de l'expérimentation et l'interaction au monde physique. Une source de pure contemplation, un spectateur, très proche de ce que nous avons tous connu un jour, le jour de notre conception. À l'instant de cette précocité de vie sur Terre, le petit être n'est doté d'aucune connaissance mentale, le disque dur est vierge de données, et aucun mécanisme de réflexion intellectuelle issu d'un vécu sur Terre ne s'enclenche. Il n'y a pas de routine, pas de rituel, pas d'habitude, pas de formatage mental, juste des besoins. Accueillir l'expression du monde telle qu'elle est alors l'unique but, indispensable et nécessaire pour la suite de l'expérience sur Terre. À ce stade primaire, le rôle n'est donc que d'être spectateur, offrant alors une vision de la vie dans sa vraie nature, sans extrapolation, sans subjectivité, sans erreur, juste une perception, une pure contemplation, un accueil véritable. Bien entendu, passé la première seconde de vie, tout cela change. Et cela commence dans le ventre de la mère. Le statut d'acteur mental se met progressivement en route à côté de celui de spectateur. Et ceci selon l'assimilation faite du concept d'interaction possible avec l'environnement. Côté spirituel, la conception du mot drashtu est généralement accueillie avec peu de débat intellectuel, comme une évidence. Il y aurait une source en chacun de nous, un spectateur, un habitant intérieur de très grande clarté qui observerait le monde extérieur à lui-même, le monde matériel, au travers du mental. Il s'agit ici d'un concept plus proche du cœur que de l'entendement intellectuel. Toute personne ayant la foi désignera cette notion selon ses propres convictions. Croire en la vie peut en être une orientation. J'aborde ici une petite parenthèse pour rappeler que le yoga n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. Nulle part les Yoga Sutras de Patanjali abordent le concept de Dieu ou l'idée de se relier à un Dieu. Le yoga se rattache plutôt au principe de l'univers et ceci à des fins de comprendre son fonctionnement. C'est pour cela que le yogi s'efforce de se situer dans l'ensemble de la création, en cherchant d'abord à se connaître lui-même au travers d'exercices impliquant le corps, l'intellect et la sensibilité. Quelle est la signification de Svarupe? On peut traduire ce mot par beau, agréable, charmant, mais également sa propre forme, son état naturel, sa vraie nature. Svarupe qualifie ici, dans ce sutra, drashtu,
le principe de conscience, par les mots, dans sa vraie nature. Après Svarupe vient Avasthana, qui signifie debout, résident, demeurant. Dans le sens des Yoga Sutras, on peut traduire par édifié, élevé à la première place, sur le devant de la scène. Avasthana m'indique ici l'état de Drashtu. Il est dévoilé. Il devient l'acteur principal et il est placé sur le devant de la scène. Reprenons à présent en approfondissant l'étude de ce sutra. Après avoir défini ce qu'est le yoga dans le sutra précédent, Patanjali apporte maintenant un éclairage sur ce qu'est l'état de yoga. Tada drashtuhu svarupe avasthana. Tada. Alors, dans l'état de yoga, quand le psychisme est maîtrisé complètement et que les fluctuations du mental sont à l'arrêt, drashtu, le principe de conscience, qui est un concept intellectuel pour les cartésiens ou une source de croyance pour les personnes ayant la foi, est dévoilé, svarupe, le laissant apparaître tel qu'il est vraiment, dans sa vraie nature, avasthana. Ce sutra est difficile à comprendre si l'on ne cerne pas exactement ce qu'est drashtu, le principe de conscience. La définition faite au début est une base importante à connaître pour la compréhension. Cependant, un exemple peut aussi éclairer. Voici donc un exemple permettant une analyse cartésienne. Imaginons un petit robot ménager de type aspirateur, ayant la tâche de s'occuper de façon autonome du nettoyage des sols dans une maison. Tout beau, tout neuf, tout propre. Il remplit sa tâche à merveille. Allant de pièce en pièce, progressivement et à force de passage, il apprend à mémoriser les endroits les plus sales, ce qui lui permet d'être de plus en plus performant et rapide aussi. Cependant, voilà, au bout d'un temps, à force de passage et de besogne, il se salit. La poussière le recouvre davantage chaque jour et ses yeux, ses capteurs, deviennent de moins en moins performants. Heureusement, il est doté naturellement d'une aptitude lui permettant de se servir de son expérience, au travers de sa mémoire, pour poursuivre son travail par automatisme, déduction et subjectivité. Ainsi, il reste toujours très attentionné dans les lieux habituellement sales, comme par exemple la salle à manger. Il met aussi en lumière, quand le cas se présente, que 2 miettes de pain aspirées, proches géographiquement l'une de l'autre, forcent à faire penser qu'il y en a tout un tas autour et qu'alors il faut faire plusieurs passages à cet endroit. Aussi, lors de l'impact sur un objet inhabituel, il en déduit que la commode du salon a été déplacée et qu'il faut mémoriser le nouvel emplacement, etc. Une semi-intelligence artificielle. Suivant sa logique personnelle, et malgré la quantité de saleté qui s'accumule toujours sur lui, tête baissée, il poursuit son travail dans un univers qui l'interprète de plus en plus, et cela sans s'en rendre compte. Il s'enferme dans un environnement imaginaire qu'il croit réel. Imaginaire car la commode n'est en fait qu'une chaise, que les miettes de pain sont des bris de verre qu'il n'aspire normalement jamais car potentiellement dangereux pour lui, et que la salle à manger est désormais devenue une chambre. Il s'encrasse physiquement et son logiciel se pollue de données erronées. Son efficacité diminue, il comprend de moins en moins sa réalité fictive et souvent, ses batteries s'épuisent avant d'avoir terminé son travail. Un beau jour, à force de réflexion et d'égarement sans fin, ses circuits s'échauffent et, similaire à un éclair le traversant de part en part, une étincelle jaillit en son cœur. Il tressaille un moment, son logiciel interne se met à l'arrêt, il s'immobilise net, la lumière dans ses yeux s'estompe, c'est l'abandon.
la masse d'informations volubile et exubérante qui l'animait intérieurement dans sa quête d'être, coûte que coûte, stoppe immédiatement. La couverture verbeuse issue de ces réflexions se dissipe, laissant place à présent à un vaste espace intérieur empli de silence. Ce que ne savait pas le petit robot, car trop enfoui en lui jusqu'à présent, caché, non accessible, c'est qu'une entité logicielle dans l'entité logicielle était présente. Une fonction informatique très utilisée dans le monde industriel qui permet de jouer le rôle de spectateur, d'observateur global des événements. Il s'agit d'une entité qui perçoit le monde extérieur à elle-même et qui n'a pas d'autre fonction que d'être spectatrice du tout. Spectatrice de la logique interne du petit robot, son fonctionnement, et également des réponses que se fait le robot à lui-même. Une qualité qui permet à cette entité de percevoir le monde extérieur au robot, la maison, selon la compréhension qu'en fait le robot. À ce stade, peut-être allez-vous penser qu'il n'y a donc pas de grande différence puisque l'entité voit la même chose que le robot. Eh bien si, puisqu'elle perçoit aussi la façon dont le robot est arrivé au résultat. Ainsi, cette entité informatique, conçue non pas pour aspirer la poussière mais pour observer de façon globale, est une conscience éclairée de ce qui se passe et du comment et pourquoi chaque résultat arrive. Rien n'est caché ou omis par quelques réflexions trompeuses. Elle voit l'ensemble, les tenants et les aboutissants. En quelque sorte, donc, elle perçoit la réalité intérieure et extérieure au petit robot dans sa vraie nature. C'est un accueil pur, sans filtre ni analyse. Cette entité, dans l'entité, fait partie intégrante du petit robot. Elle est le petit robot, tout comme le petit robot est cette entité. Maintenant que tout a changé, que le remue-ménage, le vacarme, l'agitation, les perturbations intérieures au robot se sont dissipées, le silence fait apparaître l'entité observatrice. Le robot en prend conscience et s'y lie puisque rien d'autre n'est plus. Dès lors, la réalité apparaît au robot. Il prend du recul, comprend son fonctionnement et ses erreurs. Il devient présent à lui-même. Il sait tout puisqu'il est l'entité. Alors, en une fraction de seconde, comme une évidence, il active son écran multimédia et affiche le message suivant. Robot à l'arrêt. Nettoyage total indispensable avant redémarrage. Merci. Dans cet exemple, Drashtu est l'entité informatique qui perçoit. Elle est présente depuis la conception du robot. Cependant, tellement occupé à appliquer ses tâches quotidiennes, l'aspirateur autonome n'était pas conscient de sa présence. Il n'avait, d'ailleurs, jamais pris la peine de s'analyser intérieurement non plus, car il pensait se connaître. Une panne, issue du dysfonctionnement provoqué par sa méconnaissance, lui permet d'entrer en contact avec l'entité source de conscience. Le robot reçoit alors un éclairage sur son état présent et aussi sur le pourquoi il est dans cet état. Une connaissance véritable est acquise et lui permet de trouver l'issue finale. C'est certain à présent, au travers de cette expérience et de la mémorisation qu'il en a faite, que le petit robot se dit qu'on ne l'y reprendrait plus. Il restera lié à cette source de perception éclairante, il restera, ainsi dire, dans l'état de yoga. Cependant, de nombreux mois plus tard, le petit robot, en fonctionnement, se fait brusquement submerger par une vague d'eau et de détergent issue d'un seau renversé.
Comment réagira-t-il dans la tourmente et l'urgence du moment? Sera-t-il en mesure de prendre du recul, de percevoir et de comprendre sans se faire envahir d'informations erronées? Depuis tous ces mois, a-t-il bien gardé un contrôle sur sa couverture verbeuse, sa réflexion, afin qu'elle soit légère et qu'il soit en capacité de rester lié à son principe de conscience? L'histoire ne le dit pas. Alors, dans l'état de yoga, la totale présence à soi-même s'établit, laissant apparaître qui l'on est vraiment et offrant l'éclairage mental indispensable pour discerner et accueillir l'expression du monde telle qu'elle est, dans sa vraie nature, sans extrapolation, sans subjectivité, sans erreur. C'est la traduction du sutra. Du côté de la réflexion ésotérique, l'idée de l'éveil à la conscience que le yoga a toujours conservé, objet de ce sutra, part du principe que l'être humain est fait de deux choses distinctes mais intimement liées, de la matière et une conscience pure. La matière, que l'on nomme prakriti, c'est un corps, de la chair, des os, un mental qui peut absorber des informations et fournir des réponses, une personnalité qui fait que l'on est comme ceci ou comme cela, des émotions, des sentiments, et de l'énergie pour mettre en œuvre tout cela. La matière est caractérisée par le changement, on se transforme au fil du temps, ainsi que par une échéance. Il y a une fin, un jour. La conscience pure, quant à elle, que l'on traduit par Purusha, serait un être suprême, un observateur intérieur, un principe spirituel. Dans le monde occidental, on pourrait traduire par une âme. La conscience est caractérisée par l'absence de changement et l'éternité. Donc, en quelque sorte, il y aurait un mariage fait à notre propre insu au moment de notre conception. Mariage au cours duquel la matière et la conscience s'associent. Dans la pratique traditionnelle du yoga, l'objectif premier est de prendre conscience que nous sommes constitués de cette double nationalité, à la fois temporelle, matière, et éternelle, conscience pure. Généralement, il y a confusion, et bien souvent c'est au travers de la maladie, des accidents ou des changements brutaux d'orientation que nous nous rendons compte de notre propre erreur. Parfois alors, le besoin d'établir une relation avec la conscience pure se fait sentir pour une question de bien-être et de liberté. Yogapage.com Yogapage, une solution unique dédiée à l'enseignement du yoga pour concevoir facilement vos séances, réviser vos fiches postures, trouver des idées de pratiques illustrées et aussi partager vos cours. Rendez-vous sur yogapage.com.